Darwin Smith, bonjour. Vous êtes donc chercheur au laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 1. À travers votre projet, que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots, quel est votre bilan personnel du programme Blanc ? Alors, en ce qui concerne le projet, il s'agissait de faire une édition en ligne d'un énorme mystère du XVIe, XVe siècle, de 60 000 vers, qui était inédit. Et c'est un mystère particulièrement important parce qu'il représentait l'origine de l'institution de l'Église universelle. C'est l'histoire des Actes des Apôtres. Et le mystère a été composé à l'époque de la pré-réforme, dans les années 1470-80. Et donc il y avait un enjeu politique très clair dans cette œuvre, qui ensuite a été représentée plusieurs fois. Et là, l'enjeu politique est doublé d'un enjeu économique parce que les mystères prennent une grande importance à la fin du Moyen-Âge. On espère gagner beaucoup d'argent. Représenter un mystère, c'est la moitié du budget annuel d'une petite ville, ou même d'une ville de moyenne importance. Et donc les gens espèrent, avec ces grands spectacles, faire de grandes opérations financières. Ça double les intérêts politiques. En ce qui concerne le bilan personnel, le projet Blanc que nous avons mené a permis de réaliser cette édition qui n'est pas achevée parce que nous avons rencontré des difficultés techniques qui étaient importantes, des difficultés techniques parce que le choix de logiciel qu'on a fait au départ pour cette édition s'est révélé caduc et au bout d'un an on a dû recommencer notre édition avec un autre éditeur de texte. Mais nous avons pu mener ça bien parce que nous étions en partenariat d'une part avec deux projets qui étaient équivalents, un à l'université d'Édimbourg et un avec l'université de Genève. Et je dirais que c'est le partenariat avec ces deux autres projets qui nous a permis d'éviter d'autres écueils et en même temps de pouvoir mieux nous projeter dans ce que nous allions faire. Mais il est certain que non seulement la question des écueils techniques est importante pour les projets en sciences humaines quand on a besoin de l'informatique, mais aussi la gestion humaine de ces projets, les contrats, les chercheurs que l'on embauche, parce que sur la somme de 290 000 € que nous avions, qui étaient engagés sur ce projet, 70% étaient constitués par des salaires, et la gestion, disons, des salaires, des jeunes qui se trouvent évidemment dans une situation de pression assez considérable, peuvent tout d'un coup, en cours de route, avoir envie de partir ailleurs pour un projet stable. C'est-à-dire, si on recrute des gens compétents et même brillants, il faut savoir que eux, s'ils ont la possibilité d'aller vers un poste stable, ils peuvent parfaitement, même s'ils sont engagés pour 3 ans, partir au bout de 6 mois en disant j'ai trouvé quelque chose qui me plaît plus ailleurs. Et dans ce cas-là, tous les efforts de formation que vous avez faits pour introduire cette personne dans le projet, il faut les recommencer avec quelqu'un d'autre. Donc là, on a un gros problème. Les collaborations dont vous parlez, c'est un peu le mot d'ordre de l'ANR. Depuis hier, on parle beaucoup de pluridisciplinarité. Est-ce que c'est vraiment le programme Blanc, qui permet ces collaborations ? Le projet, je n'ai pu le faire, nous n'avons pu le faire parce que j'avais constitué une équipe de travail déjà depuis 6-7 ans à l'époque de l'ANR 2005 au CNRS, travaillant sur un domaine bien particulier. Et donc quand l'ANR s'est présentée en 2005, si j'ai pu rapidement faire un projet de cette ampleur et être sûr de sa viabilité, c'est parce qu'il y a une équipe qui était déjà constituée et qui n'était pas seulement une idée d'un travail collectif, mais qui était une somme, disons, de travaux individuels et de perspectives individuelles. Un projet de corpus n'est viable dans le long terme, une fois que les financements sont achevés, que s'il y a derrière une somme de volonté individuelle qui peut directement utiliser ce qui a été fait à son propre profit. Autrement dit, il ne peut y avoir de projet de corpus sur Internet ou de corpus, disons, numérisé, viable en termes d'édition que si c'est porté une fois à la fin du projet par un projet pédagogique et didactique. C'est-à-dire qu'il faut que le didactique soit toujours allié à la recherche pour qu'un projet de là soit viable, tellement sont grands les besoins nécessaires pour ensuite assurer la pérennité de l'outil que vous avez fabriqué dans le temps, ne serait-ce que pour passer, disons, d'un niveau technique au niveau qui va suivre. Pour revenir sur le programme Blanc, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous pensez de la répartition entre programme thématique et programme Blanc, notamment dans votre domaine des sciences humaines ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait augmenter encore la part de financement pour les programmes Blancs ? Que pensez-vous de cette répartition ? J'avoue que je n'ai pas réfléchi au problème de la répartition, que je ne connais pas. Ce que je vois, c'est que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait s'il n'y avait pas eu de programme Blanc. Donc, je pense que la prise de risque est nécessaire, que le programme Blanc permet cela.
mais que d'autre part, ce qui me paraît capital, vu les sommes qui sont engagées dans certains projets comme le nôtre, c'est l'évaluation vraiment de ce que va devenir ce projet une fois qu'il sera accompli. C'est pour ça que pour les corpus, il y a tellement de projets de corpus au niveau international qui sont en cours, il est certain que très peu, même s'ils produisent des outils intéressants, auront une viabilité passé quelques années parce que, en termes de stockage, en termes de maintenance, en termes d'utilisation, ces choses-là n'ont pas toujours été pensées. Est-ce que vous auriez un petit message, des recommandations à donner aux jeunes chercheurs ? Aujourd'hui, plus que jamais, il faut lutter pour ses convictions. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Smith.